Paul Magnette est toujours l'invité de ce journal. Je rappelle que vous êtes le président du Parti socialiste belge francophone, bourgmestre de Charleroi, le maire de Charleroi, auteur du livre « La vie large », un titre qui interpelle. On va comprendre pourquoi la vie large manifeste éco-socialiste. Là aussi, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent. C'est aux éditions La Découverte. On va commencer justement par le climat. Dans votre livre, vous posez un constat, mais sous forme de question, si je puis dire. Pourquoi la cause climatique n'est-elle pas embrassée par les classes populaires, alors qu'elles sont infiniment moins responsables, dites-vous, et infiniment plus victimes des dégradations environnementales que les catégories les plus aisées? Alors justement, je vous retourne la question, comment l'expliquer? Objectivement, il y a une injustice climatique profonde. Les 1% les plus riches de la population mondiale émettent à eux seuls plus de gaz à effet de serre que la moitié la plus pauvre du monde. Et ce même 1% qui détient 50% de la richesse mondiale et qui a vu son patrimoine exploser. Pendant que les milieux populaires, eux, sont victimes très largement des conséquences des dérèglements climatiques, non seulement ailleurs dans le monde, on l'a vu l'an dernier au Pakistan, au Somalie, mais en ce compris chez nous. La Belgique, la Wallonie a été frappée par des inondations qui ont fait des dégâts colossaux et qui ont fait 40 victimes et des centaines de blessés. Et ce sont principalement dans les quartiers populaires, dans le fond de vallée, en proximité de la rivière, qu'il y a eu des victimes. Et donc chez nous, en ce compris, même dans nos villes, dans nos quartiers, ceux qui sont exposés à la pollution de l'air, qui sont exposés à la pollution sonore, qui ont le moins accès aussi à la nature, ce sont toujours les milieux populaires. Donc ce sont celles et ceux qui ont le plus intérêt à une transition climatique, pour autant qu'elle soit organisée pour tous. Je pense que la crainte, elle vient aujourd'hui principalement du fait que quand on en parle soit en disant la technologie va tout résoudre et il n'y a aucun effort à faire. Ça, c'est la version de droite, en gros, qui refuse de s'attaquer, dans le fond, à ce qui est le cœur du problème, qui est l'inégale répartition des richesses. Ou bien alors, on explique aux uns et aux autres que chacun va devoir se restreindre et vivre de moins de ceci, de moins de cela. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'expression de la vie large, qui vient de Jaurès, à qui un grand bourgeois disait « Avec vous, les socialistes, on va tous devoir vivre comme des pauvres ». Et Jaurès lui a répondu « Pas du tout, nous ne sommes pas des ascètes, nous voulons la vie large ». C'est une manière de dire à toutes celles et tous ceux qui peut-être craindraient cette transition climatique que isoler davantage les bâtiments et réduire la consommation d'énergie, donner un meilleur accès à une alimentation de qualité, investir dans la mobilité accessible à tous, créer de nouveaux emplois liés à cette transition énergétique, c'est rendre la vie large et c'est changer le monde pour un mieux, pour une immense majorité de la population mondiale, mais en ce compris dans nos pays riches. Ouais, donc la vie large, ce n'est pas, par exemple, comme en France, Emmanuel Macron le dit, mais ailleurs aussi, se serrer la ceinture ou encore la fin de l'abondance. C'est l'opposé, la vie large? Mais ceux qui parlent de se serrer la ceinture et qui parlent de la fin de l'abondance, en général, sont des gens qui ne se l'appliquent pas à eux-mêmes et qui continuent, eux, à avoir les moyens d'utiliser leur jet privé et de vivre alors de manière justement, vous me tendez la perche parce qu'il y a le dispendieuse. symbole qui est catastrophique, parce qu'il y a des écologistes dans les milieux populaires, dans les quartiers pauvres y compris, mais vous parlez de jet. Ursula von der Leyen, elle en prend au cœur de l'Europe 45 minutes. Emmanuel Macron, pour aller voir un match de rugby, vous savez que c'est la Coupe du Monde en France, Paris, Villeneuve-d'Ascq. Oui, mais je pense Lille. que ce sont d'extrêmement mauvais symboles et que c'est extrêmement important de continuer à mener ces combats-là aussi. Comment voulez-vous qu'on explique à des personnes qui vivent dans des milieux populaires, dans des grands ensembles où il n'y a pas un arbre, où ils ont très peu accès à une nourriture de qualité parce qu'autour d'eux, c'est surtout de la malbouffe, où les transports en commun sont défaillants, où leurs logements sont mal isolés. Donc, ils sont vraiment les victimes de l'absence d'une politique climatique juste et on leur dit, vous devez faire des efforts pendant que les puissants de ce monde, les Bernard Arnault, et les grands dirigeants de ce monde peuvent, eux, continuer à gaspiller des ressources, gaspiller des énergies fossiles et émettre énormément de gaz à effet de serre. Donc il y a un sentiment profond d'inéquité et même de manque de décence et de manque de respect élémentaire. Donc on n'est pas condamné à fin de mois, fin du monde, c'est comme ça que... Non, une transition éco-socialiste, une planification écologique et sociale qui investirait massivement, on doit investir au moins 200 milliards d'euros par an à l'échelle de l'Union européenne, dans les transports en commun, dans la relocalisation de notre alimentation, dans l'isolation des bâtiments. Il faut de l'argent pour tout ça. Il faut de l'argent, mais j'ai quelques pistes, on peut en parler dans un instant, sur la manière de les retrouver. Peut-être cet impôt que vous sollicitez. L'impôt européen sur la fortune, c'est Thomas Piketty, l'économiste français, qui en a parlé pour la première fois il y a une dizaine d'années, mais c'est une idée qui fait son chemin. Et avec quelques autres, avec Thomas Piketty, avec Aurore Lalucq, députée européenne, avec quelques autres dans d'autres pays européens, nous avons déposé une initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un référendum d'initiative populaire
mais à l'échelle de l'Union européenne. Et nous voulons collecter 1 million de signatures dans au moins 7 pays européens pour forcer la Commission européenne à déposer une proposition de taxe de la fortune. Si on taxe les grandes fortunes dans l'Union européenne, et quand on dit les grandes fortunes, c'est vraiment les ultra-riches, c'est les 1%, les 2% les plus riches, et pas les classes moyennes, pas même les classes moyennes qui vivent de manière un peu confortable aujourd'hui. C'est vraiment ceux qui ont un très grand patrimoine. Si on taxe ces ultra-riches, on peut générer, un rapport récent l'a montré, 200 milliards d'euros de recettes par an, et on peut alors investir massivement dans l'amélioration des transports en commun, des bâtiments, dans la transition industrielle, dans le renforcement aussi de la présence de la nature, parce qu'il fait horriblement chaud dans nos villes. Je viens d'arriver à Paris tout à l'heure, il faisait 27 degrés cet après-midi, en plein mois d'octobre, ce qui est complètement hallucinant. L'été, il a fait jusqu'à 50 degrés sur certaines places et dans certains quartiers, même au cœur de l'Italie. Ça veut dire qu'il y a des endroits, même de notre Europe, qui vont devenir très difficilement vivables, sans même parler d'autres régions du monde qui sont exposées à des températures encore beaucoup plus élevées. Donc nous avons besoin non seulement de réduire l'émission de gaz à effet de serre et donc d'organiser la transition, mais on a aussi besoin de s'adapter à un dérèglement climatique qui est déjà là. Et ça va coûter beaucoup d'argent, mais de l'argent, il y en a. Je vous écoute parler là depuis tout à l'heure, c'est quasiment programmatique. Pourquoi vous ne vous présentez pas encore officiellement aux européennes du 9 juin prochain? Alors je pense que je vais me présenter aux législatives, mais je continuerai à me battre en Belgique. Oui, mais je continue à me battre avec des collègues en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, en Autriche, un peu partout. Ce qui est intéressant, c'est dans l'initiative citoyenne européenne qu'on a lancée, on est soutenu par des syndicalistes qui disent il le faut aussi pour nos travailleurs. On est soutenu par des ONG comme Oxfam qui luttent contre la pauvreté et qui luttent contre l'hyperconcentration de la richesse. On est soutenu même par des milliardaires. Figurez-vous qu'il y a des milliardaires qui disent taxez-nous, nous sommes trop riches, nous gagnons trop d'argent. Et il y a une milliardaire autrichienne qui soutient notre appel, qui est une des 7 co-signataires en disant il n'est pas normal, moi qui ai hérité de cette fortune sans aucun mérite personnel, elle l'a pas construite elle-même, il n'est pas normal que je paye vous ne lui avez pas à encore peine dit 2 le à 3%. peut-être aussi Si, elle y est tout à fait favorable. Et il y en a. L'idée, c'est d'aller de 0,5 à 3% en fonction de la taille du patrimoine pour les très très gros patrimoines. Mais je rappelle que ces patrimoines, ils génèrent des rendements de 7, 8, 10% au minimum tous les ans. Et donc ils continueront à générer beaucoup de profits. Mais député fédéral mais au belge, moins ils paieraient leur juste part. Député fédéral belge, ce serait bien. Premier ministre de la Belgique, ce serait encore peut-être mieux pour porter ces sujets. Ça vous tente? J'ai dit que j'étais disponible si mon parti était le premier, simplement, mais j'ai toujours aussi voulu mettre d'abord mes priorités politiques sur la table. Dans le contexte belge, on avait un grand besoin ces dernières années de renforcer la lutte contre la pauvreté, de réinvestir dans les pensions. On l'a fait, et je préfère, si je dois faire un choix, privilégier les causes dans lesquelles je crois, les valeurs de solidarité dans lesquelles je crois qu'un projet de carrière personnelle. Alors j'aimerais vous entendre aussi sur cette question du glyphosate, ça ne vous a pas échappé, c'est une première mondiale. Il y a un enfant qui s'appelle Théo, qui est né en 2007. Il est né avec une grave malformation de la trachée et de l'œsophage. Eh bien, il y a la commission d'indemnisation des enfants en France, d'une exposition prénatale aux pesticides qui a établi cette commission un lien de causalité entre l'exposition de sa maman, Sabine Grattalou, alors qu'elle était enceinte, et la maladie de son fils, donc Théo. C'est une première mondiale importante selon vous ? Oui, enfin en tout cas, il s'est rappelé que vouloir prolonger encore le glyphosate, comme beaucoup le demandent dans l'Union européenne, une dizaine d'années supplémentaires. La Commission européenne demande 10 ans. Oui, ce serait vraiment une très mauvaise décision. Il faut voter contre cette décision. Il est temps de sortir des intrants en général, des intrants chimiques dans l'agriculture en général, mais des plus dangereux, des plus cancérogènes en particulier, avec la plus grande urgence. Ça, ce sera donc vendredi. Est-ce que vous avez des informations, des sources au sein du Parti socialiste? Ça risque de passer ? J'espère que ça passera. En tout cas, les forces de gauche sont mobilisées pour empêcher la prolongation de ces produits chimiques extrêmement dangereux et les lobbies qui sont derrière. Parce que le drame de l'industrie agroalimentaire, c'est qu'on a 4-5 immenses lobbies mondiaux, et notamment européens, qui détiennent l'essentiel des semences d'un côté, l'essentiel de l'industrie chimique, des engrais, des pesticides de l'autre, et qui donc peuvent faire des pressions extrêmement lourdes sur les autorités publiques. Mais il est de la responsabilité des autorités publiques de ne penser qu'au bien-être des citoyens, à leur santé en particulier, et donc de refuser la prolongation de ces produits dont la dangerosité a été largement démontrée. La crise migratoire, difficile de ne pas vous en parler tout de même. Il y a eu cette arrivée massive à nouveau de migrants désemparés. Certains ont pu avoir la solidarité des habitants de Lampedusa. D'autres aujourd'hui seraient arrivés à Paris, par exemple, alors que le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait que non, il n'y en aura aucun sur le sol français.
chacun se montre solidaire sur le papier, et puis à l'arrivée, c'est chacun pour soi. Il y a eu cet accord présenté comme historique. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'il est historique, cet accord qui a été trouvé la semaine dernière? Non, il n'est pas historique, mais il y a quand même quelques améliorations. Il y a 6 ou 7 ans, l'Union européenne avait dit qu'il ne peut plus y avoir un mort en Méditerranée. Aujourd'hui, en 2023, il y a déjà eu plus de 20 000 morts en Méditerranée. Ça reste aussi une tragédie dont on parle peu, mais terrifiante. Et donc, il faut d'abord lutter contre les trafiquants, qui sont de véritables mafias, qui exploitent la misère humaine et qui embarquent des femmes, des hommes, des enfants sur des embarcations de fortune qui les conduisent très souvent à la mort. Il faut aider ceux qui se sont embarqués et les sauver en mer. Et puis quand ils arrivent dans un des pays de l'Union européenne, la solidarité doit jouer à plein. On a vu des pays comme la Pologne et la Hongrie tenter de s'opposer à la solidarité. Ces pays qui disent on veut bien des réfugiés, mais uniquement des réfugiés européens et des réfugiés chrétiens. Enfin, ce type de discrimination est aujourd'hui absolument inacceptable. Chaque pays de l'Union européenne doit faire sa part. D'autant que ces pays, la Pologne et la Hongrie, ont très largement bénéficié de la solidarité européenne. C'est les premiers bénéficiaires de l'aide agricole, de l'aide des fonds structurels également. Et donc il est normal que chacun fasse sa part et accueille les hommes et les femmes qui fuient les dérèglements climatiques, qui fuient la misère, qui fuient la guerre et la torture. En tout cas, c'est un sujet qui va peser sans doute dans les résultats des élections européennes du 9 juin prochain. Quel avenir pour la gauche européenne? Le Parti socialiste en Belgique est l'un des rares en forme, si on peut le présenter comme ça. Donc c'est que le PS français, lui, est moribond. Est-ce que la gauche, les sociodémocrates peuvent percer aux prochaines élections? Le paysage est contrasté. La gauche se porte bien en Espagne où elle vient de remporter les élections et on l'espère, elle va pouvoir former un gouvernement, de même au Portugal. Elle a remporté les élections en Suède, même si elle a été écartée par une coalition de partis de droite et de partis d'extrême droite. Et dans un certain nombre de pays, les forces de gauche, socialistes, social-démocrates en particulier, vous redoutez pas un raz-de-marée populiste? Même le Parti socialiste français commence à reprendre des couleurs et j'en suis très heureux pour eux et tout ce que je peux faire pour les soutenir, je le ferai évidemment très très volontiers. Le grand danger et ma grande inquiétude, c'est de voir que là où les droites traditionnelles, autrefois faisaient barrage à l'extrême droite, eh bien ce mur, en beaucoup d'endroits, il est tombé. Il est tombé en Suède, il est tombé en Italie, il est tombé en Finlande, il est tombé en Lettonie. Il va tomber, et là, ce sont hélas d'anciens sociodémocrates, mais qui n'ont plus rien de sociodémocrates dans les faits, en Slovaquie. Et donc on voit que, alors que l'extrême droite était maintenue en dehors de la gestion du pouvoir, aujourd'hui, elle accède au pouvoir. Et alors que cette extrême droite disait, si nous gagnons les élections, nous quitterons l'Union européenne. Aujourd'hui, ils ne veulent plus quitter l'Union européenne. Ils restent dans l'Union européenne. Ils s'organisent. Il y a une espèce d'international de l'obscurantisme et de la haine qui s'organise autour de ces partis d'extrême droite, soutenus par M. Orban en particulier, et qui font en sorte de vouloir transformer l'Union européenne de l'intérieur sur des dossiers comme la migration, mais aussi des attaques contre les femmes et leurs droits fondamentaux, contre les personnes LGBT, etc. Et donc c'est un risque vraiment très très profond pour nos droits et libertés. Et on verra comment se déroule la campagne qui va prochainement commencer. Allez, Paul Magne est invité fil rouge de 64 minutes. On va essayer d'apprendre davantage de choses sur vous, sur vos goûts personnels en matière d'art et de culture. Nicolas Georges s'apprête de nous rejoindre, mais d'abord, juste un mot sur Eden Hazard. Je ne sais pas si vous aimez le football, mais il raccroche les crampons, le milieu offensif belge. Il était sans club depuis son départ du Real Madrid en juin dernier. Le voici avec le maillot de la sélection belge. Il a officialisé sa retraite sportive dans un message sur Instagram après tout de même 16 ans dans le milieu professionnel, plus de 700 matchs disputés. Il s'arrête à 32 ans. On sait qu'il est passé par Lille. Un mot? Oui, un joueur formidable et qui fait partie de toute une génération, parce qu'il n'y a pas que les Bleus, il y a aussi les Diables Rouges qui ont été une génération formidable qui a joué dans toute l'Europe et qui nous a fait vibrer dans quelques grandes compétitions européennes et internationales.